Bonjour à tous, ravie de voir qu'il y a autant de monde pour une petite conférence sur l'entrepreneuriat dans les métiers du café et plus spécialement comment ouvrir son coffee shop et comment développer son coffee shop. Donc merci à tous d'être là aujourd'hui. Je me présente rapidement. Je suis Marie-Hélène Kennedy. Je suis consultante et formatrice en accompagnement de création d'entreprises dans le secteur du café de spécialité et coffee shop, torréfaction artisanale. Voilà, donc si vous voulez me rencontrer, je suis à votre disposition à la fin de cette conférence ou sur mon stand qui est là-bas au bout, le stand E2. Voilà, je suis ancienne propriétaire de coffee shop et barista et j'avais créé mon coffee shop que j'ai revendu maintenant il y a 2 ans et depuis 2 ans j'accompagne les porteurs de projets. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir et le grand honneur d'accueillir 3 patrons de coffee shop. 2 femmes et un homme. Alors, la troisième personne arrive, elle est dans son taxi, elle devrait arriver d'ici quelques minutes, je pense. Mais ce sont 2 associés, donc ce sont Keïssa et Laurel, qui sont les 2 fondatrices de 13 au jardin. Alors, 13 au jardin, je laisserai la parole pour vous présenter, mais c'est une institution pour ceux qui connaissent un petit peu les coffee shops à Paris, avec une grosse dimension de restauration, qui est de la restauration très élaborée pour un coffee shop. Et on verra que dans les modèles économiques de coffee shop, vous avez plusieurs modèles avec plus ou moins une part importante de restauration. Donc, 13 au jardin, j'accueille Keïssa et Laurel, qui va arriver d'ici quelques minutes. Et puis, le seul homme de cette table ronde, c'est Chana. Chana, qui est le patron de Loustic, là aussi, pour ceux qui connaissent la scène du café de spécialité sur Paris. Chana est un des premiers créateurs du coffee shop parisien, avec un endroit absolument merveilleux. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous invite à aller découvrir ces 2 endroits. 13 au jardin du Luxembourg et Chana dans le coin du Marais. Voilà. Alors, je vais vous laisser la parole pour vous présenter et puis on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et je vais vous demander, et je vais peut-être commencer par toi, Keïssa, de nous expliquer un peu le parcours du créateur d'entreprise dans la restauration en France et plus particulièrement dans le secteur des coffee shops au sens large. Comment tu pourrais le décrire? Alors, je rappelle, tu n'es pas française, hein, tu es suédoise. Tu parles bien entendu couramment français et anglais. Mais même si tu parles très bien français, tu n'es pas française et tu n'es pas familière avec l'administration française. Et je crois que ça, c'est un gros problème en France quand on veut créer. C'est même en tant que Français, on est quand même un petit peu perdu sur le parcours de... Je vois des têtes qui me font oui, oui. Ben voilà, on est perdu dans le parcours du créateur d'entreprise. Et là, je trouve que c'est d'autant plus intéressant qu'avec Keïssa et Chana, d'ailleurs, qui lui-même est également anglais, vont nous donner non seulement cette dimension de création d'entreprise, mais leur vision d'étranger et en dehors de la France, de voir est-ce que c'est plus facile ou pas d'ouvrir. Alors Keïssa, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu es arrivée à créer un coffee shop et quand tu as créé? Parce que je crois que 13 au jardin, ce n'est pas ton premier établissement. Bonjour. Oui, en fait, j'avais un restaurant avant, 13 au jardin. Et Laurel, elle avait, mon associée, elle avait son boulangerie. Et on a dit un jour, on va faire quelque chose ensemble. Mais même avant, on avait nous-mêmes notre restaurant et boulangerie. On a travaillé des années pour des autres. Et ça, je trouve, c'est super important. On apprend tous les chemins à faire. Et les jours, tu as besoin de créer ton chose, on sait déjà presque tout, quoi. Donc l'expérience
et pratiqué peut-être avant de créer. D'accord. Et donc, donc, quand vous avez décidé de vous associer avec Laurel, est-ce que vous aviez déjà votre concept qui était clairement défini? Comment vous avez abordé de votre idée, finalement, comment vous êtes passé au concept? En fait, juste avant on a décidé à complètement changer nos vies pour créer 13 au jardin, Laurel, elle a travaillé dans un plus grand établissement et moi, j'ai géré à l'époque 7 restaurants différents. On a été très éloignés des les cœurs de la restauration et on a décidé à tout arrêter, créer un tout petit coffee shop avec juste 19 places et on fait toute maison, tout bio. Et à l'époque, ça fait 7 ans, je crois, maintenant 8 ans qu'on a commencé. C'était pas du tout facile à trouver des pommes bio, des sucres, des farines, des œufs. Ça n'existait même presque pas. Et on a, pendant des années, on a resté 4 ans avec notre premier petit shop. Et là, on a développé nos fournisseurs, la gamme de produits, toutes les choses. Alors, on n'a pas de Coca-Cola chez nous. Nous, on fait notre lait d'amande, nos citronnades, des iced toute la maison. Et après 4 ans, on a dit, OK, on pense on peut faire plus grande. Et on a trouvé une nouvelle adresse. Et maintenant, on avait 20 places à l'époque. Et maintenant, on a 85 places à l'intérieur et 100 places sur la terrasse. Voilà, donc hier, tu as fait combien de couverts? Je crois que c'est bien de partager ça avec nos porteurs de projets, ça va les motiver. Hier, pour brunch, on a fait 400 couverts. Voilà, ça vous donne une petite idée. Donc, on est parti sur un concept au départ qui était petit. Hein. Moi, je suis allée là, dans ton premier coffee shop, c'était absolument... Est-ce que vous étiez 2 au départ? Ou est-ce que déjà, vous avez commencé, vous étiez plus que 2? En fait, l'histoire est très belle. Laurel, elle a arrêté son boulangerie. Elle a créé un tout petit coffee shop sur cette adresse, travaillait toute seule. Et elle fait des petites des cafés comme chez Lustig et des quiches et des gâteaux. C'est tout. Nous, on a parlé longtemps que moi, je voudrais arrêter mon travail et venir chez elle et créer ensemble cette rêve qu'on a pendant des années. Et chaque semaine, je suis venue chez elle en bois de vin et on a regardé les chiffres et c'était impossible à créer en fait. Tu ne peux pas, avec 20 places, payer 2 grands salaires. On a tous les 2 des familles, des maisons à payer. C'est impossible. Alors, je continue à travailler à gérer les restaurants. Je me couchais à 2 heures du matin tous les jours. Et un jour, elle m'appelle 5 heures du matin parce qu'elle est boulangère. Et elle dit, Kaïssa, je trouve la solution. D'accord. We're just going to do it. Fuck the money. Sorry. Et j'ai arrêté mon travail et on a commencé. Et on est arrivé. On est arrivé. Et petit à petit, on apprend plus de monde dans l'équipe. Et finalement, après 3 ans, on avait chaque week-end, on fait 100 couverts pour le brunch, mais avec 20 places. Très belle performance. Alors donc, aujourd'hui, vous avez une organisation qui regroupe plus de combien de staff pour faire 100 couverts une moyenne, parce que hier, c'est peut-être exceptionnel, les 400 couverts, mais j'ai cru comprendre que vous faites largement, en moyenne, 100 couverts le midi? Pendant la semaine, 150 couverts pendant la journée. Ouais. D'accord. Donc du coup, avec une grosse place, on attendra Laurel pour la partie cuisine. Mais du coup, pour donner une idée aux porteurs de projet, combien de personnes tu as aujourd'hui qui travaillent pour vous?
y compris donc les 2 associés. Vous êtes sur une équipe de combien de personnes? On est en plein temps, on a 21 personnels. Et les week-ends, on a aussi des extras. Alors pour faire brunch pour 400 couverts, on a 3 baristas, un plongeur, 4 serveurs, une commis. Ça, c'est juste la salle. Voilà. Donc au départ, on peut commencer petit. Il faut peut-être commencer petit, c'est un peu ce qu'on... voilà, hein, et surtout quand on ne vient pas de la restauration. Donc je crois que c'est important de faire comprendre pour les gens qui sont en reconversion professionnelle, et souvent hein, on est dans cette optique-là, enfin pas toujours, hein, et on a des jeunes qui se lancent, qui sont déjà pâtissiers, boulangers, mais quand on n'a pas l'expérience professionnelle, je pense que c'est important de se créer cette expérience et en commençant à travailler. Chana, toi, tu peux nous parler de ton parcours quand tu es arrivée en France. Qu'est-ce qui t'a amené à créer un coffee shop, café de spécialité sur la scène parisienne, qui à l'époque, je crois, n'existait pas, ou quasiment pas en tous les cas? Merci Marianne. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Chana de Café Loustic dans le Marais. Donc moi je suis arrivé en France en 2003. J'étais censé de faire une année sabbatique en fait pour apprendre le français. Et 18 ans plus tard, je suis encore là. donc je suis arrivé en 2003. Après quelques années, en fait ma passion pour le café a commencé quand j'avais 10 ans, quand ma mère m'a acheté ma première cappuccino. Et à cette époque-là, ils agissaient en fait de la mousse, évidemment. Donc c'était juste formidable. C'est parce qu'avant, en Angleterre, c'était des cafés instantanés. Donc à partir de 10 ans, en fait, c'est parti avec les cappuccinos et ensuite, les bons cafés, ou voilà, ce qui est devenu au fur et à mesure le café de spécialité. Je suis arrivé en France en 2003 et j'avoue qu'entre 2003 et 2009, en fait, je buvais des cafés un peu comme ça. Et j'en avais marre en fait de boire en fait les cafés qui ressemblaient plus au desktop que café. Donc je voulais faire un projet, monter un espresso bar et voilà, servir le bon café. J'avoue que c'était plutôt un projet égoïste en fait, c'était pour moi et je voulais voir en fait qui voulait me suivre en fait dans ce projet au niveau du public. Donc avec la crise de 2018 en fait, j'ai travaillé dans un bureau. Dans le recrutement et les ressources humaines. De 2008, tu veux dire? La crise de 2008. Tu as dit 2018. 2008, pardon, excuse-moi. Ouais. Donc, avec la crise de 2008, j'ai décidé de changer de métier et mettre à mon compte. Et c'est là où j'ai commencé mes recherches. Et j'ai lu un article dans un magazine en fait, de fondateur de Café Nation à Anvers, en Belgique, qui avait l'air absolument formidable et tout ça. Donc, je suis monté à Anvers, le rencontrer. Et en fait, j'ai mis tout un processus en fait, pour monter un coffee shop. Donc, j'ai rencontré en fait, mon futur torréfacteur et en fait, quelqu'un qui avait déjà l'expérience dans le café de spécialité en Belgique en fait, depuis 2003. J'ai rencontré la décoratrice. Je me suis formé en tant que barista à la Caféothèque de Paris en 2009-10. Ensuite, j'ai travaillé chez Alto Café, qui était quasiment en fait, à part la Caféothèque, l'unique endroit où il y avait des mazzocco. Ensuite, j'ai travaillé chez KB en fait, à Pigalle entre 2011 et 2012. Et en 2013, j'ai ouvert Loustic en mars 2013. Donc voilà, si vous voulez, en fait, le parcours, la formation, l'information et voilà, l'expérience. Et je disais même, quand j'étais adolescent, en fait, j'ai travaillé dans les fast-food et les cafés aussi. Donc, le parcours pour monter, en fait, c'est vraiment l'expérience dans la restauration rapide aussi, ce qui est vraiment très important. Merci, Chana. Alors, je trouve que c'est très bien résumé. C'est un parcours, vous voyez, on ne s'improvise pas patron de coffee shop. On ne s'improvise pas torréfacteur. Et que ce soit dans le discours de Keïsa ou de Chana, on voit que d'abord, il y a une grande maturité qu'il faut acquérir au fur et à mesure des recherches et des rencontres que vous allez faire.
Et puis aussi ce parcours qui est multiple. Il y a un côté de travail personnel, il y a un côté de formation, tu l'as dit, et un côté d'acquérir de l'expérience. Moi, c'est ce que je dis à mes porteurs de projets. Je dis, quand vous ne savez pas si vous allez aller monter votre projet, n'hésitez pas déjà à le travailler dans le secteur. Allez vous faire embaucher dans un coffee shop, allez vous faire embaucher dans un bar, un restaurant pour voir la vie, pour connaître, pour voir physiquement ce que ça comporte. Parce que je pense qu'il y a une dimension parfois qu'on oublie, c'est l'aspect physique et du quotidien. On y reviendra tout à l'heure. Je voudrais revenir sur peut-être, alors Laurel n'est pas là, sur la place de la restauration dans un concept de coffee shop. Chana, toi, tu as fait le choix au moment de la création d'avoir une offre de restauration minimaliste. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton offre aujourd'hui, ou ce qu'elle était hier, ce qu'elle est aujourd'hui? Oui, donc j'ai monté Loustic, j'ai ouvert Loustic en mars 2013. À cette époque-là, c'était vraiment la première vague des ouvertures des espresso bars et des coffee shops à Paris et en France. On s'est basé vraiment sur, moi aussi, sur le modèle anglo-saxon du coffee shop. On ne savait pas vraiment, réellement, en fait, comment ça se passerait en France. Donc, je n'ai pas de cuisine. Je voulais un vrai espresso bar où, même à ce jour, je change la totalité en fait de mes espressos et les filtres en fait par semaine. Donc, on change tout le temps. Il n'y a pas de vraiment... il y a 35 places assises. On fait à peu près 15% de takeaway par rapport aux pays anglo-saxons qui est plus de 60%, c'est entre 60 et 100%. Voilà quoi, donc c'était vraiment un pari pour voir voilà, comment ça marcherait. C'est dans le Marais, c'est arts et métiers, c'est pas loin du quartier Bobo. J'ai choisi l'emplacement parce que j'ai vu chez KB les autres cafés qui ont ouvert à Canal Saint-Martin, que comme le coffee shop et espresso bar vient de chez nous, en fait c'est plutôt anglo-saxon, scandinave, ailleurs, plutôt que le modèle français qui est café bistrot. En fait, il fallait attirer en fait un public qui s'y connaissait déjà en fait dans le café. Il connaissait vraiment le concept et c'était le cas. Donc, mais si c'était à refaire maintenant, en fait, les choses ont évolué et en 2021, il y a un public qui connaît plus large les coffee shops et c'est devenu associé à autre chose, surtout le brunch. Et la restauration, quoi. Donc, si c'était à refaire, ce qui est obligatoire maintenant, en 2021-2022, c'est une cuisine avec un sens d'extraction et gérer une terrasse aussi. Merci, Chana. Donc ça, c'est important de voir la place de la restauration dans un coffee shop. Je vais poser la même question à Laurel. Je voulais juste attirer votre attention pour les porteurs de projets. Souvent, moi, j'ai des porteurs de projets qui me disent « Non, mais moi, je suis café, j'aime le café, je me forme barista, mais la partie restauration, je vais faire quelque chose de simple. » Ça ne veut rien dire dans la restauration, faire quelque chose de simple. Rien n'est simple dans la restauration. Donc là, je vais laisser la parole à Laurel, qui est donc cofondatrice de Trèves au Jardin, qui est la chef de Trèves au Jardin et qui vient de sortir 400 brunchs hier. Félicitations, bravo! Et dis-nous un petit peu la place de la restauration dans un concept de coffee shop et est-ce qu'on peut faire quelque chose de simple? C'est une très bonne question. Et bonjour, excusez mon retard. Je pense que on peut faire quelque chose de simple dans le sens qu'on peut rendre tout simple. Mais rien n'est simple. Il faut toujours que, en fait, quand on parle de niveau de café et de niveau d'excellence qu'on attend pour tout ce qui est bouffe et café et tout ce qui va avec, moi je dirais qu'il y a tellement d'étapes, il y a tellement de choses où il faut vraiment faire attention et puis être consciente du produit qu'en fait on va sortir, qu'on va attacher son nom. La seule chose qui peut être simple, éventuellement, ça serait de mettre en place des procédures et puis des systèmes pour que une chose qui semble être très très simple, de faire un flat white, c'est simple, non? Non.
De faire un ex benedict, c'est simple, non? Non. Il faut justement, mais une fois qu'on met en place des systèmes et puis des choses pour faire en sorte que chaque fois, on va avoir la qualité qu'on veut, là, ça devient simple. Voilà. Donc beaucoup d'organisation, beaucoup d'anticipation. Peut-être une petite astuce à nous faire partager. Tu changes tes menus tous les combien? Avec les saisons. Saisons. On change avec les saisons. Donc là, on va basculer vers notre carte d'automne où on va avoir plus de choses avec des saveurs un peu plus chaudes. Il faut penser pumpkin spice, mais beaucoup plus grande. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que, pour terminer sur donc là, le parcours création, on a vu la restauration. Je voudrais un peu rentrer maintenant dans le quotidien du patron de coffee shop, parce que c'est vrai, quand on a des porteurs de projets, souvent on voit le côté glamour, hein, on voit le côté convivial. Moi, je retrouve, et ça fait plaisir, hein, on est tous comme ça, on aime aller dans des coffee shops, on aime aller dans les salons de thé en tant que consommateur. Et on aime s'installer, on aime poser son ordinateur, se boire son petit café, etc. Le problème, c'est là, vous avez la casquette du consommateur. Donc là, maintenant, on va avoir la casquette du patron d'entreprise de coffee shop et de se dire, est-ce qu'on a envie d'avoir ce côté convivial, ce côté, et comment on gère la convivialité finalement, dans le quotidien de sa clientèle. Est-ce qu'on est content d'avoir un client qui s'installe pendant 4 heures avec son ordinateur, par exemple, Chana? Voilà. Ça dépend. En fait, ouais, on s'en sort des... En fait, quand vous ouvrez un coffee shop, bon, d'abord, j'explique en fait le quotidien patron. En fait, si je peux, pour les porteurs de projets, je peux vraiment insister dessus. En fait, il faut changer de mentalité si vous n'êtes pas déjà entrepreneur. En fait, votre entreprise, il faut... la difficulté que je vois avec beaucoup de nouveaux porteurs de projets, nouveaux entrepreneurs, c'est qu'ils ne changent pas. Il faut changer de mentalité de salarié et passer de salarié en tant qu'entrepreneur. Si vous êtes salarié, vous avez les week-ends, vous avez les congés, vous avez les vacances, etc. Oui, vous les avez aussi en tant qu'entrepreneur, mais votre entreprise, que ce soit ouvert 4, 5, 6, 7 jours par semaine, c'est votre enfant. En fait, c'est dans votre esprit 7 jours sur 7. Okay, que ce soit ouvert ou pas. Et ça, c'est la difficulté que je vois avec les nouveaux porteurs de projets. Il faut être très organisé. Je dirais, il faut penser à votre santé physique et mentale. Il faut se coucher tôt, il faut un peu plus tôt. Il ne faut pas, surtout la première année, faire trop la fête. Il faut se lever tôt, par contre. Ça, c'est vraiment important. En fait, le créneau le plus productif en fait, du matin, c'est entre 6h et 8h du matin. Vous êtes dans la cam, vous pouvez faire l'administratif, organisation de journée, vous pouvez arriver au café à 8h. Et comme ça, vous évitez en fait, de travailler en fait, le soir, faire l'administratif le soir. Parce que j'ai vu en fait, de burn-out chez mes confrères et consoeurs, ceux qui arrivent, en fait, qui se lèvent à 8h, ils pensent que voilà, arriver en fait, au café à 10, 11h, en fait, c'est bien, mais en fait, ils se jettent dans le tourbillon, en fait. Et ils sont stressés, ils font un burn-out, et ils travaillent la nuit, en fait, pour rattrapage, et voilà, après un an, c'est fini. Donc, soyez bien organisés. Autre chose, en France, l'administrativement, c'est très bien organisé, en fait, au niveau de l'État, et les démarches et tout ça. Toutes les démarches administratives pour créer une entreprise en France sont vraiment, c'est devenu simple depuis 10 ans. Donc, il ne faut pas écouter en fait les gens qui disent qu'entreprendre en France c'est difficile. C'est pas le cas administrativement. Entreprendre n'importe où dans le monde c'est difficile. Mais monter une entreprise, déclarer les TVA, en fait, et toutes les aides qui viennent avec la création d'entreprise, avec la chambre de commerce aussi, c'est super bien structuré. Donc voilà, il faut vous en servir. Vraiment, moi j'ai eu absolument un parcours nickel, sans stress, pour créer l'entreprise. Et maintenant, pour gérer au quotidien
aussi mensuellement avec les déclarations. Tu as un comptable, j'imagine? J'ai un comptable, ouais. Très bien. Alors, revenir un peu sur le quotidien, sur l'organisation, vous êtes 2 associés. Alors, on a compris maintenant une vingtaine de personnes qui travaillent pour vous, mais on peut s'attarder un peu, c'est intéressant pour les gens qui se posent la question sur l'association. Comment partir? Est-ce qu'il faut partir seul? Est-ce qu'il faut partir à 2? Et dans l'hypothèse où on part à 2, comment on se répartit les tâches? Est-ce que Laurel ou Keïssa, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le rôle de chacune d'entre vous dans le quotidien? Déjà, je veux dire, pour les gens qui réfléchissent à avoir des associés ou pas, Laurel, elle était toute seule dans son entreprise avant, moi aussi. Et je veux dire, à être seule, c'est dur. Hein. Il n'y a personne à partager, ni des choses, ni des enquêtes. Mais en même temps, ne pas être... il faut connaître la personne avec qui on va être associé. Il faut vraiment avoir des discussions difficiles tôt, diviser des tâches. Il ne faut pas avoir peur de marcher sur les pieds les uns des autres. Nous, on le fait tout le temps. Et puis, c'est comme une mariage, sauf que c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a aucun moyen de... Parce qu'on a 20 enfants et un restaurant ensemble. Ouais. C'est ça. Voilà, franchement, comme on a commencé le Baby 13, notre première petite, on a dit notre friendship, c'est le plus important. Voilà. Et on a dit, on veut commencer, on travailler ensemble. Et comme ça marche pas, mais on va arrêter avant, on n'est plus d'amis. Voilà. Et maintenant, ça fait 7 ans. C'est vrai qu'on est associés. Oui. Ouais. Oui. Et 20 ans qu'on est amis. Donc ça va. C'est ça. Oui. Mais c'est vrai que de comprendre comment diriger, comment en fait séparer des tâches, avoir quelqu'un sur qui on peut compter, et puis justement être très franche, très honnête, savoir qu'en fait vous allez ne pas être toujours des super bons copains. Il y a des fois où en fait on se déteste, mais on s'aime. Et puis, mais surtout, on travaille bien ensemble. Et c'est l'important. Et après, juste comme un mariage, il y a chez vous aussi une qui préfère faire les vaisselles et une qui préfère faire la dîner. Chez nous, il faut être honnête entre nous aussi. Elle adore les serfas. Elle gère tous les trucs des serfas. J'adore ça. et très vite dans votre relation, vous découvrir qui fait mieux des choses ou qui aime mieux des autres choses. Et après, on partage. Et puis, c'est vrai que l'idée de partager des tâches et puis d'être honnête encore sur l'idée, voilà, moi, je suis nulle avec des chiffres, par exemple. Voilà, donc, lui laisse faire. Moi, il y a des choses où, en fait, elle n'arrive pas à faire. Des lettres, quand on fait des lettres en français, en général, je dois... Des relations, parce que Laurel ne répond jamais au téléphone. Et oui. Voilà, donc, mais tant qu'on est honnête, franc... Après, franchement, nous, on a la chance aussi. Comme elle est chef et moi, je suis bar et salle, bon, on a coupé le restaurant en moitié. Je manquais jamais. Je demande jamais. On a des brainstorming ensemble. On aide. Elle a des idées pour la carte de bar et moi j'ai des idées pour la cuisine. Mais je n'ai pas besoin de rentrer dans les problèmes pour les frigos, pour la nourriture, pour les fournisseurs, pour l'équipe de cuisine. Elle gère moitié le restaurant. Moi, je gère le reste. C'est vraiment... Et puis avec les entrées et les sorties, on a trouvé que c'est aussi une très bonne chose. Moi, je gère en fait tout ce qui est entrée d'argent. Elle gère tout ce qui est sortie d'argent. Comme ça, voilà. Trouver des équilibres. Ben voilà, je pense que c'est une expérience intéressante d'association. Donc c'est vrai que l'association, c'est une vraie question à vous poser quand vous partez sur un projet.
Là, vous avez un exemple d'association réussie entre deux amis. Sachez que ce n'est pas toujours le cas, donc il faut se poser la question de l'association, avec qui on s'associe, et connaître son associé, évaluer, avoir, comme le disaient Laurel et Keïssa, avoir des discussions approfondies avant. Et ça, je crois que c'est très important parce que parfois, on a l'impression de connaître bien la personne. D'ailleurs, que ça soit dans un couple, des fois, j'ai des porteurs de projets, c'est le mari et la femme ou le frère et la sœur. On a l'impression de se connaître, mais si on n'a pas travaillé ensemble, et ça, si on n'a pas travaillé ensemble, eh bien, il faut avoir cette connaissance de l'autre par des discussions approfondies. Ça fait partie aussi de la réussite. Chana, toi, si tu devais refaire, est-ce que tu repartirais avec un associé ou finalement seul, tu penses que c'est bien aussi? Il y a certainement les avantages et les désavantages. Pour moi, monter un petit truc, je voulais faire tout seul parce que moi, je suis hyperactif. La prise de décision, c'est plus rapide. Je n'avais pas trouvé des associés. En fait, je me méfie en fait, aussi des associés aussi parce que j'ai du mal à partager le pouvoir dans un sens, pas comme ça. Oui, en fait, comme c'était mon premier projet, c'était mon premier rêve, ça a pris 4 ans de monter le projet. En fait, le premier projet, c'est votre premier bébé. En fait, c'est quelque chose de précieux aussi. Voilà, donc j'avais peur de m'associer avec quelqu'un parce que j'ai aussi vu souvent et dans la majorité des cas, en fait, les associations en fait ne marchent pas. Et vraiment, c'est l'écrasante majorité en fait des associations parce que en fait, si l'entreprise marche très très bien ou si ça marche pas bien du tout, en fait, ça crée les problèmes différents et on voit les ruptures d'associations. Donc j'avais peur de ça, j'avais peur de briser en fait mon rêve à cause de ça. Par contre, maintenant pour agrandir et avec l'évolution, en fait, moi je suis par contre, en fait, je suis plutôt pour parce que moi je veux agrandir, ou changer et pour ça tout seul en fait après 9 ans c'est devenu trop difficile et j'ai plus envie d'être seul. Voilà, donc vous avez un exemple de positions différentes. Donc chacun, il n'y a pas de vérité. On n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ce qui est intéressant, c'est de faire partager des expériences. Moi, je voudrais vous parler un petit peu d'un point qui est quand même très difficile, c'est la recherche du local. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, chacun dans vos expériences, sur aujourd'hui les porteurs de projets? Moi, j'en ai sur Paris, j'en ai dans la France entière. Alors, les problématiques sont différentes sur Paris et en province. Alors, certains d'entre vous sont sur des projets en province. Je pense qu'il y a quand même une facilité plus grande d'ouvrir en province actuellement. Vous êtes tous les 3 sur Paris, mais faites-nous partager votre expérience de recherche du local, que ce soit le premier, le deuxième. Chana, qui veut prendre la parole en premier peu importe. Je trouve, le local et puis la recherche du local, ça nous a pris énormément de temps, surtout c'est notre 3e projet. Ça nous a pris 1 an, une fois qu'on a trouvé le local, de négocier pour le contrat, de négocier pour le bail, pour que ça soit bien et qu'on n'avait pas de problème après. 1 an pour négocier la bail. 1 an. Ça, c'était après qu'on a trouvé. Et puis, on a visité, je ne sais pas combien. On avait des agences, on avait 4 ou 5 agents immobiliers qui travaillaient pour nous essayer de trouver quelque chose. Ensuite, on a visité, je ne sais pas, une 50aine de locales. Mais on avait une idée très ciblée de ce qu'on voulait et on a quand même visité une 50aine de locales. On ne sait jamais. Mais c'est vrai que l'emplacement est clé. Mais avec notre premier petit bébé qui était sur une arrière-cour complètement cachée, on a dit les jours on déménage, c'est besoin d'être adresse idéale. Mais en même temps,
c'est vrai que ce qu'il dit Chana, dans le sens que d'avoir une terrasse, d'avoir de l'espace, d'avoir plus que 30 places, c'est sûr que ça aide. Par contre, le premier restaurant qu'on a fait ensemble, enfin, le Baby 13, on appelle, il y avait une vingtaine de places, il était 40 mètres carrés, il était au fond d'une deuxième cour, donc aucun accès sur rue, pas de terrasse, enfin, rien du tout, et puis il était toujours blindé. Il y avait la queue. Et c'est pour ça qu'on a dû déménager, parce qu'en fait, les voisins n'apprécient pas trop. Donc, il faut savoir qu'un local... Et c'était bien pour nous, parce que maintenant, on a une terrasse aussi. C'est vrai. Mais en même temps, simplement avoir... je pense que quand moi, j'ai vu le premier Baby 13, j'ai kiffé, quoi. It was like, this is it. C'est mon prochain chez moi. Et puis, je crois qu'il faut écouter ça. Il faut savoir qu'en fait, si en fait, vous vous sentez bien dans cet endroit et vous pourrez créer une ambiance qui va être quelque chose de bien vu dans le quartier, c'est quelque chose qui manquait là où en fait c'était. Et puis, c'était vraiment parfait. Donc, malgré le fait qu'il n'y avait pas toutes les atouts... Et c'était quelque chose qui manquait dans notre nouvelle adresse aussi. C'est vrai. Ouais. Et oui. Et oui, créer, donc chercher, je trouve que il faut chercher un local, là, comme Chana a dit tout à l'heure, là où il y a justement les gens avec qui vous voulez passer votre temps. Parce que finalement, les clients, la façon en fait que vous allez réussir, c'est que les clients, c'est des gens avec qui vous pourrez apprécier passer votre temps. Parce que vous allez passer toute votre vie avec eux. Vous n'allez plus voir votre femme ou votre mari, vous allez passer tout votre temps avec les clients et leurs chiens et puis leur maman et tout ça. Et c'est donc, il faut aller dans un quartier où justement vous êtes bien, où vous vous sentez bien et puis en fait les gens vous apprécient aussi. Chana, toi, ta recherche de local. J'ai l'impression aujourd'hui que c'est plus difficile qu'en 2012 quand j'ai cherché un local en fait pour Loustic, parce qu'en 2012 c'était à l'issue en fait des années de récession et tout ça, donc c'est plus facile. Aujourd'hui, je suis en recherche d'un local parce que je veux déménager. Pour t'agrandir. Ouais. Et aussi donc Loustic, c'est dans une petite rue dans le Paris médiéval, là, juste à côté de Arts et Métiers. C'est un bâtiment 18e siècle, c'est une petite rue, rue Chapon, Arts et Métiers. Il n'y a pas de terrasse. C'était pas cher, c'était juste à 20 mètres de rue Beaubourg, c'est à 5 minutes à pied de Centre Pompidou au nord, mais là il n'y avait rien. J'aime bien les endroits un peu insolites et secrets. Et, bon, j'ai fait marcher le truc parce que les décos et la qualité, j'espère, en fait, sont bonnes aussi, mais je vois les limites en fait de tout ça. Donc, pour rechercher un local, évidemment, on dit emplacement, c'est vrai. C'est absolument vrai. Donc, soyez patients. On est en France, c'est un pays du Sud, il faut une terrasse, si vous pouvez. Okay? C'est pas obligatoire, mais je pense que ça aide. Et surtout, après le Covid, maintenant, on voit même aujourd'hui, une certaine partie de la clientèle ne veut pas en fait s'installer à l'intérieur. Il y a une bonne 20%. Voilà, donc soyez patients. Contactez, maintenant c'est un numbers game comme on dit en anglais, donc il faut contacter autant d'agents immobiliers que possible. Il faut rechercher en fait les bureaux e-commerce et le Bon Coin maintenant, il y a des emplacements, mais je rends compte que oui, en fait il faut contacter les agents immobiliers parce qu'il y a beaucoup d'annonces qui ne sont pas publiées pour les cafés et restaurants, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de restaurateurs qui cèdent, mais en fait c'est entre eux, c'est le bouche à oreille. Donc, et c'est pas les annonces qui vont être publiées. Donc, je vous conseille vraiment de contacter beaucoup d'agents immobiliers et d'une façon consistante, et vous renseignez-vous en fait sur les offres. Parce que, comme je dis, en fait, il y a beaucoup de changements en fait par le bouche à oreille. En fait, justement, le Baby 13, c'était juste un local vide. Donc, il n'y avait rien écrit, il n'y avait rien. Je suis allée me renseigner avec tout le voisinage pour savoir qui était le propriétaire, qu'est-ce qui se passait, et puis j'ai réussi à trouver, après avoir interrogé une dizaine de personnes, j'ai réussi à avoir un peu d'informations. Ça vaut le coup, justement, si vous voyez quelque chose qui vous, en fait,
qui vous tient à cœur, il faut y aller, quoi. En plus, de CM13, il n'y avait pas il y avait seulement un bail commercial. Et c'est pour ça que ça nous a pris, alors on a trouvé l'adresse, on dit on ne veut pas lâcher. Et c'est pour ça que ça nous a pris 1 an pour négocier, pour avoir un restaurant à l'intérieur. Donc, vous voyez que la recherche du local, donc là, on est sur une recherche parisienne. Hein, donc, on vous donne une vision parisienne. Ce n'est pas tout, surtout en ce moment sur la recherche de local. Ce qui est intéressant, je pense, avec le Covid, et ça, on va en parler de l'implication du Covid sur le secteur, mais de plus en plus, ne vous attardez pas uniquement à aller sur les agents immobiliers qui font du fonds de commerce. Comme vous l'a dit les 3 intervenants, il faut aller voir les gens, il faut discuter avec eux, il faut repérer le local, il faut aller faire passer le mot, je cherche un local. Parce que finalement, si vous vous contentez d'une recherche comme pour les appartements, on pourrait se dire, j'ai un agent immobilier, il va me faire visiter des appartements. Ça ne se passe pas comme ça dans les locaux commerciaux. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut aller chercher l'info, il faut parler aux gens, il faut faire passer le mot comme quoi vous recherchez un local à tel endroit et essayer d'arriver à toucher le propriétaire en direct. Donc vous voyez, il faut être un petit peu astucieux, je dirais proactif. Pour ceux qui sont porteurs de projets en province, sachez que les mairies, c'est vraiment des bons relais, surtout en ce moment avec la crise du Covid et la volonté de revitaliser les centres-villes. Vous avez des mairies qui sont très proactifs et qui vont aider les porteurs de projets et qui vont vous trouver des locaux. Donc n'hésitez pas, Paris c'est pas le cas, mais pour ceux qui sont en province, c'est très important. Alors il nous reste 10 minutes et puis on terminera par des questions et réponses si on a encore le temps. Moi je voudrais vous parler un peu du futur, du présent et du futur. Finalement, ça fait quand même 18 mois. Sur les 18 derniers mois, vous avez été fermés, beaucoup. Quel a été l'impact de ce Covid? Comment vous l'avez vécu? Mais surtout sur une vision de votre business. Comment vous en êtes sortis? Est-ce que vous êtes resté ouvert? Et est-ce que vous avez changé quelque chose et que du coup, vous redémarrez sur autre chose? Qui prend la parole? Tiana, vas-y, toi, sur le Covid. Oui, ce qu'on constate avec le Covid, le changement, ce qui impacte fortement sur mon business là dans le quartier où je suis, parce que ce n'est pas un quartier résidentiel, c'est le centre de Paris, c'est que j'ai 3 publics. J'ai les travailleurs, les touristes et les locaux. Et les travailleurs et les touristes, en fait, ont diminué. Pourquoi? Parce que en fait, le travail à distance à la maison, en fait, maintenant, je vois moins de gens, en fait, lundi et vendredi, les jours où il y avait beaucoup de monde. Parce que maintenant, les gens partent en campagne, les travailleurs, pour travailler à distance, en fait, le jeudi soir, et reviennent lundi soir. Donc, c'est 4 jours, on ne voit pas, en fait, un certain public. Deuxième chose, évidemment, il y a beaucoup moins de touristes, mais en fait, on est à Paris, donc ça va revenir un jour. Mais en ce moment, en fait, donc ça, c'est l'impact Covid. Et la troisième chose dont je vais parler, en fait, c'est aussi, il y a des gens qui ont peur de sortir dans les restaurants, qui ont peur d'aller faire des restaurants ou traîner à l'intérieur. Donc, les gens qui souhaitent, en fait, se restaurer quelque part, en fait, ils sont en terrasse, ou pas du tout. Il y a un petit peu d'impact sur l'importé, mais pas très important que ça. Donc ça, il faut prendre ça en compte quand vous montez un projet aussi. Donc surtout dans un quartier dit affaires aussi, ou dans un centre-ville quelque part. Moi aussi, j'ai oublié de dire que j'avais un café à Marseille aussi, dans le centre de Marseille. Et en fait, ça aurait été pareil en fait. Mais je trouve que les gens qui sont ouverts le soir, qui ont des terrasses. Moi, je ferme à 18h, en fait, Loustic. Qu'ils ouvraient jusqu'à 20h30, en fait, par exemple, chez elles. Elles ont une terrasse où vous êtes dans un quartier qui est plus résidentiel. Après le Covid, ça marche mieux maintenant que les quartiers en centre-ville.
Merci. Vous, comment ça s'est passé ce Covid? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous êtes restée ouverte? Vous avez continué à vendre à emporter, par exemple? On a essayé l'emporter. On a fait 1 mois. On a trouvé ça ultra déprimant. La raison pour qu'on se lève le matin, c'est de passer un moment avec nos clients. Alors là, on passait du temps à plier des boîtes et à faire coucou à nos Uber drivers préférés, quoi. C'était vraiment pas du tout pour ça que on est devenu restaurateur. En plus, être restaurateur, c'est pas seulement pour donner, pour faire la bouffe et la citronnade et envoyer chez quelqu'un. C'est pas ça un restaurant. Ouais, c'était triste. Tu viens à un restaurant pour l'ambiance, pour l'expérience, pour l'aventure, pour manger, boire, bien sûr, mais il y a beaucoup plus que ça. La restauration, on se restaure pas que en fait par la bouffe. Par contre, on a eu beaucoup de chance. On a de la chance d'être en France. On a tous la chance d'être en France. Parce que j'ai de la famille aussi qui a des restaurants aux États-Unis. Ils avaient dû en fait virer tous leurs employés. Horrible. Nous, on a eu de la chance. On a tous la chance d'avoir le soutenu de l'État, d'avoir le soutenu. On est très amis avec notre banquier aussi, qui nous a soutenus. Notre compagnie d'assurance, ouais, heureusement, on est avec eux depuis 7 ans. Et puis, je crois qu'on est une des rares cas on a réussi à avoir, en fait, how do you say? We got money. Ouais, we got money. De notre compagnie d'assurance. Mais c'est sûr qu'il fallait bien gérer, mais avec les aides de l'État, on a réussi quand même à traverser cette période. D'accord. Ouais. Et du coup, est-ce que sur les créateurs là, qui sont là aujourd'hui, est-ce que la notion de à emporter, vous pensez que c'est une notion qu'il faut intégrer dès le départ dans le business plan, ou est-ce qu'il faut rester encore sur du physique quelle est la place de à emporter aujourd'hui après le Covid? Franchement, te faire emporter, il faut créer une business qui est fait pour emporter. C'est ça, là, nous, sûr, on fait emporter, mais seulement parce que la dame à côté, elle a besoin de travailler à la maison, elle veut vraiment manger laquelle salade. Mais c'est ça pas ça ne donne pas l'argent parce que nous, notre restaurant, c'est l'expérience totale. Et Chana aussi. Ouais. Exact. C'est la mentalité derrière, te faut la vivre. C'est une expérience. Et puis, j'aimerais aussi dire, on est là quand même pour parler du café. Et puis, un café, si nous, il y a un café qui traîne sur le comptoir plus qu'une minute, il est fini, il est mort. Alors, comment on va faire ça à emporter? Enfin, comment on va faire ça livré? Alors, en suédois, on a un mot qui est un peu connu, il s'appelle fika. Et c'est un peu les mêmes, comme le Sud, il y a des soul food. Fika, c'est-à-dire que tu t'installes, soit seul avec tes pensées, mais plutôt avec tes amis, tu bois un café ou un thé et tu manges quelque chose. Mais tu fais quelque chose ensemble. Tu parles, tu échanges, quoi. C'est un échange, Et c'est pour ça on a des coffee shops. Pour fika. Moi, je dirais que oui, il faut pas trop baser un business model à moins que vous montiez en fait un projet vraiment dans un endroit de très fort passage sur le importé, parce que par exemple en Angleterre et dans les pays anglo-saxons, le coût de part en fait d'importer c'est entre 60 et 100%, mais en France c'est à peu près 10-15%. On est un pays du Sud, on n'a pas la même culture. Le paradoxe, en fait, que je plaisante un peu en disant qu'en Angleterre, on sert un produit de qualité, c'est le café de spécialité, dans une façon fast-food, et en France, on fait l'inverse. Voilà. Un produit qui n'est pas aussi qualitatif dans un bar brasserie bistrot,
mais dans une ambiance plus cousue, quoi. Ouais. Donc, ça, je dirais que, la France, on aime les pauses café, on aime s'installer. Donc, basez vos modèles plutôt sur ça, à moins que, voilà, c'est un endroit de fort passage comme l'aéroport, comme ou du Faubourg Saint-Honoré, ou voilà, la Canebière à Marseille, ou voilà quoi. Alors moi, ce que je retiens dans ce que vous dites, hein, c'est que finalement, le à emporter, ça dépend de votre concept. Mais si vous y songez, il faut le mettre dès le début du concept. C'est-à-dire il faut l'intégrer dans votre prévisionnel de chiffre d'affaires. Il va falloir le chiffrer. Et du coup, il va falloir aussi agencer le lieu, le coffee shop, en fonction de la emporter. Voilà, c'est du coup l'organisation du bar, l'organisation de la cuisine, l'organisation de la caisse ne sera pas la même si vous intégrez une part importante de à emporter que si vous considérez que vous êtes là pour offrir une expérience client plutôt posée. Voilà, donc ça, c'est des réflexions sur lesquelles on vous accompagne dans la création d'entreprises et qui fait partie d'un cheminement et d'une réflexion. On ne vous apportera pas toutes les réponses, hein, puisque le but, c'est de trouver ses propres réponses. Mais par contre, vous allez vous questionner, vous allez pouvoir avancer en toute sérénité et c'est ce qu'on essaie de faire. Écoutez, on arrive à la fin de cette conférence. On peut déborder un peu parce que de toute façon, je crois qu'il n'y a pas de conférence après nous. Donc là, je vois personne qui nous attend. Mais je vous propose quand même, est-ce qu'il y aurait quelques questions avant de libérer nos intervenants et on peut prendre quelques questions. Voilà. Bonjour à tous. Merci de votre contribution. Alors moi j'ai une question. Vous avez commencé avec 20 places assises il me semble et toi Chana avec 35 places. Oui. Je voulais savoir quels étaient vos objectifs en termes de ratio quand vous avez commencé ou en termes de chiffre d'affaires et quelles ont été les difficultés à les atteindre. Je dirais qu'en fait, là, vous êtes avec un expert de exactement comment il faut savoir où doit placer votre panier moyen et puis combien de couverts il faut attendre faire pour réussir à faire 100 mois. En général, je sais que the rule of thumb, c'est si on fait toutes les fixed costs. Ah, je ne trouve pas mes mots. Les coûts fixes. Right. les coûts fixes, c'est dans la première semaine et le reste, c'est du beurre. C'est ça. En général. Mais bon, I think that you have an expert right here. She can help with that. Yes. En fait, je crois que ça dépend vraiment. En fait, Chana, tu veux répondre peut-être à la question du monsieur? Tu as quelque chose Vas-y. On dirait qu'il faut payer son loyer en faisant 2 jours. Les 2 premiers jours, il faut faire un chiffre d'affaires qui correspond à votre loyer en 2 jours. Ça, c'est... Ouais. Super. Ça, c'est un guide. Et je trouve, avec 9 ans d'expérience, c'est plutôt bien ciblé. Ouais. Okay. C'est un bon ratio, c'est vrai. Ouais. Même moi, absolument. Ouais. Voilà, donc une indication qui est... Hier, on a parlé, parce que monsieur était là hier à la conférence, il est motivé, le monsieur. Hein, et donc, on parlait du ratio du loyer dans votre prévisionnel. Donc, hier, on a parlé du ratio de 10% par rapport à votre chiffre d'affaires provisionnel. Là, il est exprimé d'une façon différente, mais qui reviendra, si vous faites le calcul, à peu près à la même chose. C'est que votre prévisionnel de chiffre d'affaires sur 2 jours doit permettre de couvrir votre loyer. Concrètement, si vous avez un loyer qui est envisagé à 1 500 €, il faut qu'en 2 jours, vous soyez à 700 € par jour. Donc, en 2 jours, vous tablez votre prévisionnel de 750 € de chiffre d'affaires hors taxe par jour. Ça vous donne une indication. Donc, inversement, pour ceux qui voient des locaux quand vous êtes sur 3 000, 4 000, comme je vois des porteurs de projets qui me disent « J'ai vu un local, il est magnifique à 5 000, 6 000, 7 000 € par jour », vous en déduisez donc, vous divisez ça par 2 et vous dites « C'est ce que je vais devoir faire comme chiffre d'affaires quotidien pour être dans les clous ». Alors, être dans les clous, ça veut dire couvrir les frais fixes
et pouvoir être rentable, puisque je vous rappelle qu'on est là pour créer une entreprise et qu'on est là pour vous accompagner sur un projet qui doit perdurer sur le long terme, à moins que vous me disiez que vous faites ça juste pour vous faire plaisir et que votre but, ce n'est pas spécialement de gagner de l'argent, mais d'avoir un bébé à soi, ce qui arrive. Hein. Moi, j'ai des porteurs de projets qui me disent, moi, je veux juste me faire plaisir. Je n'ai pas une volonté, en tous les cas sur le long terme, de gagner de l'argent ou juste de couvrir mes frais. Voilà. Une dernière question et on s'arrêtera là. Une question? Pas de question? Si, Fernando, vas-y, une question. Bonjour à tous et merci. En fait, moi j'ai une question par rapport au financement. Quelles difficultés vous avez rencontrées pour les financements, principalement pour les premières boutiques, et quelles recommandations vous auriez pour les porteurs de projets? Alors, nous, on a fait le tour avec les banques. Une fois qu'on a trouvé l'argent qu'ils ont besoin quand même un crédit chez la banque. Et on a parlé avec pas mal d'endroits. Et finalement, on a pris une agence. Courtier. Un concierge. Un courtier. Un courtier. Et lui, il a revenu à la même banque que nous, on a déjà parlé avec, qui a des noms. Ils ont dit oui. Franchement, je trouve, dans tous les aspects du monde, c'est bien prendre des professionnels qui peuvent vous aider. C'est sûr. Pour un premier projet, en fait, normalement, il faut apporter 50% de l'investissement. Les banques s'attendent à ça, entre 40 et 50%. Mais les façons aujourd'hui, maintenant, il y a les crowdfunding, et vous pouvez chercher des investisseurs, la famille, et tout ça. Évidemment, en fait, monter un coffee shop, c'est facile. Okay? Mais ce qui est difficile, c'est trouver l'emplacement et trouver le financement. Une fois ces deux en fait, sont faits, le reste, c'est facile. Mais on terminera sur cette note positive. Merci Chana, merci Laurel, merci Keïssa. Donc je vous invite en tous les cas à aller découvrir leur établissement qui sont très différents en taille, en offre. Donc c'est pour vous, porteurs de projets, je pense que c'est surtout, en ce moment vous êtes en recherche d'idées, en définition de vos concepts, n'hésitez pas. Allez-y, faites votre étude de marché physique en allant voir des coffee shops. Et je vous invite, moi je dis toujours à mes porteurs de projets, allez à Londres, allez voir les coffee shops à Londres, allez à Dublin, allez à Édimbourg, dès que vous pouvez voyager, allez à l'étranger. En France, on rattrape le retard, mais voilà, allez vous inspirer à l'extérieur de la France et pour créer votre propre concept. Je vous remercie à tous en tous les cas et on applaudit bien fort nos intervenants. Merci.